Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 14 février, il est l'heure de l'info. 14 février, bien sûr, synonyme de la Saint-Valentin et de la rose, rouge, naturelle ou éternelle, les fleuristes nous donnent quelques conseils pour le plaisir d'offrir. Le nouvel abattoir de la Haute-Marne, opérationnel depuis la fin d'année dernière, un outil indispensable pour favoriser le circuit court, focus à quelques jours du salon de l'agriculture. La base aérienne 113 de Saint-Dié s'équipe de haies pour favoriser la biodiversité sur son site, un projet collégial avec le soutien de la Fédération des chasseurs et de la ville bragarde. Et à la fin de ce journal, nous parlerons de la place de la femme dans le monde agricole avec la présidente de l'association Vox Déméter. Symbole intemporel de l'amour, la rose reste la star incontestée de la Saint-Valentin. Chaque année, les fleuristes voient affluer de nombreux clients à la recherche de ce geste romantique. Pourtant, derrière son apparente simplicité, la rose cache un impact écologique parfois important puisqu'elle est souvent importée de pays alors lointains. Célia Richard et Julien Debruyne sont allés à la rencontre de plusieurs fleuristes pour en savoir plus. Chez cet artisan fleuriste, l'événement le plus important de l'année se prépare. Bonjour madame. Je viens pour la Saint-Valentin. Oui. Chaque année, la Saint-Valentin est l'un des moments les plus attendus. Les clients affluent pour acheter la fleur qui représente l'amour, la rose. On a des petits bouquets longues tiges comme ça, voilà, avec le petit gypsophile, le petit eucalyptus. On voit quand même au fil des années que les clients sont beaucoup moins présents, mais on a toujours nos fidèles. Et ça fait énormément plaisir parce qu'on sait qu'on peut compter sur eux. C'est vraiment une fête où justement on ne doit pas se louper. Et puis c'est vraiment, oui, notre chiffre de l'année. C'est pour ça qu'on compte énormément sur nos clients. C'est l'amour, c'est la petite flamme. Ça reste quand même le jour J, quoi. Malgré sa popularité, la rose n'est pas une fleur de saison hivernale. Plantées entre octobre et avril, elles éclosent généralement entre mai et septembre. Pour être vendues en février, les roses doivent être importées d'autres pays. Selon le site Reporter, 60% d'entre elles viennent du Kenya ou d'Équateur, où elles sont coupées et transportées à bord d'un avion cargo réfrigéré. On essaye un petit peu de changer les mentalités en proposant aussi de la fleur de saison, comme de la tulipe et de la renoncule qu'on entend beaucoup parler aux informations depuis quelques jours. Mais effectivement, ça reste le plus gros reste la rose rouge. Alors, au niveau des roses, on a un petit peu de roses qui viennent un petit peu du Midi et du centre de France. Mais malheureusement, on n'a pas assez de production française pour agrémenter tous les fleuristes de France. Donc, c'est vrai que la plupart viennent d'Europe. Donc, je fais attention à ce qu'elles viennent de pays européens. Je n'ai pas de roses qui viennent d'Afrique, par exemple. Je n'en ai plus non plus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, qui viennent d'Équateur. Malgré l'impact écologique, la rose reste la fleur la plus vendue en France à cette période. Des alternatives écologiques et locales sont possibles pour acheter des fleurs de Saint-Valentin. Par exemple, offrir des fleurs de saison comme la tulipe, des plantes éternelles plutôt que des fleurs fraîches, ou se fournir chez son fleuriste local. Et notre image du jour à présent, c'est la Tour de l'Horloge, ce magnifique bâtiment du Moyen-Âge qui surplombe la ville de Bar-le-Duc et qui, pour l'occasion de cette fête des amoureux, est éclairé de rouge ce soir, ce qui nous offre donc cette belle photographie. Joyeuse Saint-Valentin donc à tous les amoureux. Et toute autre chose à présent, et un peu moins romantique. À Chaumont, le nouvel abattoir est opérationnel depuis décembre dernier. Avec cet équipement plus moderne, le département de la Haute-Marne souhaite favoriser les circuits courts en offrant aux éleveurs locaux une solution de proximité pour la transformation de leur bétail. Un enjeu économique et environnemental qui se veut majeur pour le territoire. Julien Debruyne s'est rendu sur place très tôt pour en savoir plus. À première vue, ce bâtiment ressemble à un simple entrepôt, mais derrière ces murs se cache le nouvel abattoir de Chaumont. Opérationnel depuis décembre dernier, il remplace l'ancienne structure et vise à favoriser l'élevage local. Les circuits courts permettent vraiment de mettre en valeur les produits locaux, les filières courtes, et puis mettre en valeur la qualité du travail de nos éleveurs. En Haute-Marne, on a de très beaux animaux, on a des éleveurs qui travaillent avec passion. C'est un métier, travailler dans un abattoir. Et donc ici, on a aujourd'hui des personnes qui sont vraiment de vrais professionnels, parce que l'objectif, c'est aussi de respecter les animaux et de respecter le travail de nos éleveurs. Pour les éleveurs, ce nouvel abattoir permettra d'être en circuit court, de réduire les coûts et le stress lié au transport des animaux. Pour autant, l'adaptation aux nouveaux équipements a nécessité un temps d'apprentissage pour le personnel. Les outils modernes ont introduit de nouvelles méthodes de travail et certaines habitudes ont dû être revues. Il y a une prise en main inévitable. Il y a
apprendre à utiliser les outils. En général, on les utilise pas bien tant qu'on crée des pannes. Comme on ne connaît pas le matériel, on cherche pourquoi on a fait ces pannes-là, pour régler ces pannes. C'est un apprentissage en fait. Donc d'une manière générale, en industrie, sur un nouveau site, on est quand même 6-8 mois de rodage, on va dire. Au-delà des services traditionnels d'abattage et de découpe, ce nouvel abattoir proposera bientôt de nouvelles prestations pour les éleveurs. Ces services supplémentaires visent à diversifier les activités des producteurs. C'est surtout les nouvelles prestations qui vont être proposées plus tard, qui sont intéressantes pour les éleveurs, et notamment la transformation en viande hachée. Mais ça, il faut qu'on soit déjà bien calé sur la partie abattage, que ça roule, qu'on soit dans les normes d'hygiène requises pour pouvoir mettre en route cet atelier-là. Si on veut aller trop vite, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas proposer la prestation au niveau attendu. L'éleveur qui va vouloir tester la prestation, si ça ne lui plaît pas, il ne va pas revenir. L'objectif de l'abattoir est de produire jusqu'à 800 tonnes d'animaux par an, avec la possibilité d'aller jusqu'à 1500 tonnes, toujours en circuit court. Et hier, les militaires de la base aérienne 113 de Saint-Dizier ont planté des arbres dans le cadre d'un projet de biodiversité réalisé en collaboration avec la ville de Saint-Dizier et la Fédération Haut-Marnaise des chasseurs. L'objectif est de compenser les nuisances provoquées par le site. Un reportage de Paul Deswatines et Ilan Burel. Ce ne sont pas dans les airs, mais bien sur terre que les militaires de la BA 113 travaillent aujourd'hui. Au sud-ouest de la base aérienne, un projet de biodiversité est en train de voir le jour. L'idée est de planter des arbres pour compenser les nuisances provoquées par le site. L'intérêt de mettre des haies, c'est que les différentes espèces qu'on peut retrouver sur les bases viennent de l'extérieur et n'ont pas forcément la force pour se déplacer d'un abri A à un abri B. Le but, c'est de créer un corridor écologique entre différents espaces qu'on peut retrouver sur la base. Ici, on se situe sur une zone de quiétude, donc c'est un endroit qui n'est pas fauché ou très peu fauché, très peu entretenu, pour permettre aux espèces de rester à cet endroit, d'éviter d'aller sur la piste et de risquer une percussion avec un avion. Pour que ce ne soit pas trop proche de la piste, on comprend bien, on ne va pas mettre des arbres juste à côté des avions, donc une zone assez dégagée, qui n'ait pas justement d'interférence, et en même temps qui fasse, on va dire, une sorte de joli aussi au regard. Le projet est réalisé en collaboration entre la ville de Saint-Dizier, la Fédération Haut-Marnaise des chasseurs et la base aérienne. La ville a fourni les copeaux de bois et la fédération a financé les plants. Les différentes essences d'arbres ont été sélectionnées minutieusement. On a sélectionné ces variétés, ces espèces d'arbres pour ne pas être nuisibles à l'activité aérienne. Parce qu'en fait, il ne faut pas que tous les oiseaux puissent venir, notamment en fonction des baies, des fruits, etc. Donc on a sélectionné le type d'arbre qu'on allait planter. Il ne faut pas non plus que ce soit des arbres qui puissent pousser très très haut, parce que là aussi ça peut être nuisible à notre activité. Donc il y a eu une sélection des arbres qui a été faite avant de pouvoir les planter. Donc là en l'occurrence on a pris du houx, troène des bois, du hêtre et puis d'autres espèces qui sont autorisées sur la base parce qu'en général on fait un mélange de tout plein d'essences. Ces essences elles sont en majorité présentes sur le territoire haut-marnais et dans la région Grand Est. Donc Fédération des chasseurs, je viens vérifier si tous les plants sont correctement posés parce qu'on ne peut pas les mettre n'importe comment et en général on les pose de manière aléatoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais la même essence côte à côte pour justement donner cet effet un peu sauvage, si je peux dire. La base aérienne travaille également sur un autre projet de biodiversité car elle est envahie par des chenilles processionnaires. Elles peuvent avoir des effets sur la santé des militaires mais également des chiens présents sur la base. Pour remédier à cette problématique, des nichoirs seront bientôt installés. La mise en place de nichoirs va permettre aux mésanges bleues et mésanges charbonnières, qui sont la mésange bleue est la première prédatrice des chenilles processionnaires. Donc ça va permettre de faire venir entre guillemets les mésanges et de leur apporter un logis, un couvert et une tranquillité quand même. Et donc derrière elles pourront faire de la prédation sur les chenilles processionnaires qui nous posent vraiment un gros problème ici. Les nichoirs, donc on a eu la chance que la Fédération de chasse nous les amène aujourd'hui et donc ils seront positionnés normalement à la fin du mois avant la période de nidification des mésanges. En attendant l'installation des nichoirs, il faudra plusieurs années avant de voir se former cette haie de 130 mètres de long.
Alors aujourd'hui, on parle de la place des femmes dans l'agriculture avec vous, Anne Dumonnet-Leca. Vous êtes présidente fondatrice de Vox Demeter. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Alors, avant qu'on parle de votre actualité, notamment celle du Salon international de l'agriculture, sur lequel vous allez participer, ça vous occupera quelques jours à la fin du mois. Qu'est-ce que c'est Vox Demeter ? Alors, Vox Demeter, c'est une association à but non lucratif qui fait entendre la voix des femmes du monde agricole, justement. Et Vox, ça renvoie à la voix en latin, Déméter étant la divinité, déesse des laboureurs qui accompagne les laboureurs, les cultivateurs, comme on disait il y a quelque temps, et qui est devenue par extension la déesse de la terre et des moissons. Alors vous avez créé cette association ici, dans la Marne, mais quand vous avez eu cette idée, pourquoi finalement avez-vous eu besoin peut-être même de créer cette association ? Eh bien, j'ai travaillé pendant très longtemps dans les médias agricoles, alors pas en tant que journaliste, mais en tant que directrice du développement, et j'ai toujours remarqué en fait qu'il y avait des problèmes de lien entre la société et les agriculteurs, et donc j'ai beaucoup observé le monde agricole. Et donc, en observant le monde agricole, je me suis aperçue qu'en fait, c'était un référentiel, un imaginaire très masculin. Il y avait beaucoup de tracteurs, vous l'avez déjà remarqué, oui, bien sûr. Et ces tracteurs étaient systématiquement conduits par les hommes. On présente des couples, bien sûr, mais monsieur est toujours mis en avant, madame est un peu en retrait, ne parle pas toujours. Encore maintenant, c'était ma question. Encore maintenant. Et dans beaucoup de médias, en fait, on présente la femme comme, évidemment, la femme de monsieur l'agriculteur, mais pas comme chef d'entreprise. Et c'est ça qui m'a vraiment fait comprendre qu'il y avait quand même, c'était pas logique parce que les femmes ont toujours été présentes dans le monde agricole, elles ont toujours travaillé dans les champs, elles ont toujours travaillé aux côtés de leur mari, de leur père, de leur fils, elles ont été pendant les guerres, et ici on est quand même dans une région qui a été plus, alors à la fois agricole, mais qui a été avec les guerres très malmenées, et c'est les femmes qui ont tenu les manettes. Et pourtant, donc, vous dites, on les oublie, c'est ça ? On les oublie, c'est-à-dire qu'elles sont dans l'ombre. Et être dans l'ombre, c'est pas très confortable. Aujourd'hui, il y a la possibilité de les rendre beaucoup plus visibles. Et j'ai eu envie vraiment de me consacrer à cette belle cause. Comme ça, vous avez créé donc Vox Demeter. Là où finalement, du coup, en 2025, on pourrait trouver ça justement normal, cette égalité entre les sexes. Finalement, on se dit peut-être pas si logique que ça pour tout le monde. Donc vous faites entendre ces voix par quel biais ? Quelles sont vos actions ? En fait, nous avons trois missions. La première, c'est de mettre en lumière des portraits de femmes, parce qu'on a besoin de rôle modèle. Les jeunes filles ont besoin de savoir qu'il y a des agricultrices, chefs d'entreprise, qui peuvent être éleveuses, qui peuvent être maraîchères, qui peuvent être céréalières, qui peuvent faire des parfums, de la transformation. Donc elles ont besoin de se projeter. L'agriculture, comme vous l'avez dit, très vaste. En agriculture, en fait, c'est des métiers mais incroyables. Il y a la production, mais il y a aussi plein d'autres métiers à côté. Et donc, les mettre en lumière, on le fait à travers l'organisation de tables rondes, l'organisation d'émissions. On fait des émissions courtes, on vous fait un petit peu... non, pas de concurrence, c'est très bien. Mais alors c'est... Comment on peut la retrouver cette émission justement ? Alors elles sont sur YouTube, elles sont sur notre chaîne. Alors on démarre, donc soyez indulgents par rapport à la qualité, mais on a des portraits de femmes absolument formidables. Et puis on a la chance de faire des webinaires, on lance des webinaires et bientôt un podcast justement pour leur rendre hommage, mais pas que célébrer ce qu'elles font, c'est plutôt de montrer qu'il y a des potentiels, il y a du travail, et elles sont passionnées et passionnantes. Et donc, il y a du boulot et des métiers qui ont du sens à la production et dans toute la transformation aussi. Tout savoir casser justement un peu cet aspect entre mettre cette mixité dans ce monde agricole, absolument. Casser justement ces compétences vs un peu machisme qu'il peut y avoir dans ce monde-là encore aujourd'hui. Alors du 22 février au 2 mars prochain se tiendra à Paris donc le Salon international de l'agriculture. Vous y serez justement avec Vox Demeter, vous y ferez justement peut-être des enregistrements là-bas, si on parle encore de cette émission télé. Absolument. On a un thème, c'est face à la
crise agricole, parce qu'il ne faut pas se le cacher, que ce soit dans la viticulture, dans les céréales, en élevage, il y a des problématiques. Tous les secteurs sont concernés avec évidemment des problématiques propres à chaque territoire. Et donc on a voulu montrer aussi que les femmes avaient des réponses, avaient des contributions à apporter. Donc on a décliné en fait cette thématique-là tout au long des 9 émissions de 10 minutes qui donnent la parole à des femmes qui vivent à travers une contribution comme la recherche de nouvelles filières, de nouvelles productions ou au contraire un focus sur l'enseignement agricole pour les jeunes filles. Alors un focus, vous aussi vous avez fait justement un focus avec une note de synthèse nommée Entrepreneuriat des femmes. On le voit ici, Entrepreneuriat des femmes en agriculture, libérer les potentiels. Une note donc rédigée avec Gabriel Dufour d'Agridé, une autre association avec laquelle vous avez collaboré. Cette note, synthétiquement justement, qu'est-ce qu'elle dit? Tout est résumé, c'est-à-dire qu'en fait il y a des potentiels en agriculture et que l'agriculture est en train de changer. La preuve, c'est que ces femmes dont on parlait tout à l'heure au début de l'entretien, qui étaient dans l'ombre, deviennent des chefs d'entreprise, sont entrepreneuses, elles développent beaucoup de diversification, elles développent de nouveaux métiers à côté du métier de la production. Elles sont des chefs d'entreprise et donc au même titre que d'autres chefs d'entreprise que vous connaissez beaucoup plus facilement dans les autres secteurs. Les industries, donc, par exemple, effectivement. Vous pouvez la trouver sur Vox Demeter, sur notre blog. Voilà, ma question, où est-ce qu'on peut la retrouver? Parfait. Elle est en open source puisque notre idée, c'est de faire partager. Ce qu'il y a d'important quand même, il y a 44 propositions avec 5 recommandations phares pour faire justement évoluer la place des femmes et surtout donner envie à des jeunes filles, à des jeunes femmes de se reconvertir ou de choisir l'agriculture. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui, Anne Dumosnier-Léka, d'avoir été notre invitée pour nous parler donc de Vox Demeter et cette émission donc à retrouver, tout comme cette note de synthèse à retrouver sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Demain, pour l'actualité, vous retrouverez donc Paul de Watine. Très bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.